Bonsoir. Je sais pas sur quoi qu'on va starter. Je sais pas où est-ce qu'on va aller. On va partir. C'est pas moi qui choisis les titres, puis ça, c'est les chiens comme titre. Bon, Daniel, avec un titre comme ça, chien et chat, je pourrais partir peut-être au niveau réellement de l'animal en tant que tel. Pourquoi certains animaux ont-ils à être domestiqués par l'homme? Ben, l'homme a toujours aimé manipuler, a toujours aimé être supérieur, et c'est une des raisons qui va amener l'homme à domestiquer différentes formes d'animaux, c'est-à-dire les animaux qui sont d'ordre sauvage, qui n'ont pas d'utilité manuelle pour l'homme, qui peuvent pas faire office de tracteur, par exemple, comme les buffles, les éléphants, les bœufs, les chevaux de travail, etc. Maintenant, les animaux domestiques, il y a des animaux qui sont domesticables, il y a des animaux qui le sont à peu près pas, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui d'instinct se rapprochent de l'homme et il y a des animaux qui d'instinct s'éloignent de l'homme. Si on regarde le chien d'instinct aime l'homme. Et si l'on recherche sur la planète l'animal qui a d'instinct le plus peur de l'homme, l'animal qui en a une peur atroce de l'homme, c'est le loup. Alors, autant le chien va aimer l'homme, autant le loup va avoir peur de l'homme. Il ne déteste pas l'homme, il en a une peur superstitieuse incroyable. Pour qu'une meute de loups attaque un homme, la meute doit être dirigée par un loup qui connaît l'homme ou par un chien sauvage qui a connu l'homme. Une meute de loups n'attaquera jamais un chasseur ou des hommes, à moins qu'évidemment qu'ils aient connu l'homme et qu'ils aient appris à souffrir de l'homme. Les animaux qui peuvent être domestiqués par l'homme sont des animaux normalement végétariens, des animaux herbivores, des animaux qui, de par leur nourriture, sont des animaux pacifiques. Alors, on regarde évidemment le cheval, on regarde le zèbre qui a été domestiqué, on a les éléphants, on a énormément d'animaux qui vont servir à la boucherie, le mouton, le bœuf, les vaches, et j'en passe, il y en a énormément. L'homme va surtout s'attarder à domestiquer l'animal qui est herbivore, et pour s'en servir comme tracteur ou encore comme énergie de travail, et pour s'en servir comme nourriture. L'homme a toujours aimé manger un animal herbivore parce qu'au goût et par rapport aux effets biologiques qui étaient résiduels à l'ingestion de viande, l'homme avait des meilleurs résultats avec la nourriture d'un animal herbivore. Alors l'homme mange rarement du chien. Par contre, quand il va à la chasse, il ne chassera pas lourd pour sa nourriture, pour le manger. Il va chasser surtout le chevreuil, l'orignal, qui sont des animaux extrêmement puissants, mais des animaux qui restent herbivores. Le chien et le chat, évidemment, c'est quelque chose de différent. Si l'on regarde, premièrement, dans la tradition ésotérique, qu'est-ce que viennent faire le chien et le chat? Si l'on va fouiller aux Indes, on va découvrir que le chat ainsi que le serpent ont été les deux seuls animaux qui n'ont pas été émus par la mort du Bouddha. Dans la Kabbale juive, le chat est souvent mis avec le serpent pour représenter une phase de l'évolution. Sur certains dessins d'où on va voir le Nazaréen, on va voir souvent ses pieds un chat. Non pas dans la littérature chrétienne, mais souvent au niveau de la littérature juive, par exemple. Alors, le chat et le chien sont deux formes d'animaux qui sont carnivores, donc qui ont besoin de viande pour se nourrir, et qui d'instinct se rapprochent de l'homme. D'où vient ce chien et d'où vient ce chat? L'origine du chat et du chien remonte à l'époque de l'Atlantide. Elles ont été fabriquées en Atlantide par une population, une sous-race, d'une sous-race atlante, d'une race rouge, qui s'évertuait à essayer, en collaboration avec différentes entités de l'époque, que nous pourrions appeler des anges, disons que ça serait bien de les appeler des anges, et essayait de fabriquer un corps matériel qui pourrait accepter, qui pourrait exprimer des énergies autres que des énergies matérielles, des énergies qui sont typiques de l'homme. Pour essayer d'en faire un support à l'homme, pour essayer d'en faire un support à l'expression des énergies similaires qu'on pouvait retrouver chez l'homme, alors on a essayé de fabriquer un corps pouvant recevoir
une quantité assez grande d'énergie vitale et une quantité assez grande d'énergie astrale. C'est-à-dire qu'on a essayé de fabriquer des corps qui pouvaient transmettre, exprimer, transporter et vivre, même gérer une énergie vitale et une énergie astrale ou psychologique. Alors, on a eu un maître de l'époque qui s'occupait avec d'autres Atlantes sur une île proche de Poséidonis, qui était l'une des capitales de la race Toltèque Atlante. On a eu un groupement d'hommes, des scientifiques de l'époque, de l'ère atlantéenne, qui travaillaient dans la brume, c'est-à-dire à cette époque, on n'avait pas de jour clair comme on les a présentement. La mer n'existait à peu près pas, c'est-à-dire que l'eau était sous forme de brouillard et de brume. Le soleil perçait à peine la brume, alors l'homme n'avait pas de soleil, n'avait pas de journée claire comme on les connaît présentement. Et à travers cela, l'homme essayait, une parcelle de ces hommes-là ont travaillé sur la génétique, sur l'hérédité des animaux, pour essayer de transformer certaines formes d'animal pour en faire des réceptacles de l'énergie vitale similaire à celle de l'homme et de l'énergie astrale ou psychologique similaire à celle de l'homme. Alors, le plus grand, l'un des rois ou l'un des chefs de ce travail ésotérique ou de ce travail génétique s'appelait Noé. Noé a fait énormément de travaux sur la génétique des animaux et de par ces travaux, il est arrivé à créer différentes races d'animaux ou races d'animaux. Lorsque Noé était un chercheur, Noé était un scientifique, c'était un savant et il était entouré par plusieurs savants, autant féminines que masculins. Et ces savants avaient déjà entrevu l'époque où on verrait la brume, le brouillard de l'air se transformer en nuages et Noé savait très bien qu'à un moment donné, ces nuages finiraient par se retransformer en eau et on aurait donc l'acquisition d'un soleil clair, on aurait la purification d'un ciel, mais pour permettre cela, il y aurait évidemment un déluge, c'est-à-dire que le brouillard qui régnait à la surface de la planète, brouillard qui partait du sol aller jusqu'à des quelques milliers de pieds, se condenserait en nuages, évidemment, nuages qui recouvriraient la planète. Alors Noé avait essayé, avec ses collaborateurs, de créer différentes races d'animaux qui pourraient poursuivre leur vie suite à ce déluge. Et évidemment, à l'époque, on avait des animaux qui étaient grandioses, des animaux qui étaient impressionnants de par leur taille physique et impressionnants de par leur stupidité au niveau intellectuel. Des animaux qui possédaient 2 cerveaux, l'un dans le bassin et l'un dans la tête, pour pouvoir diriger les membres postérieurs ainsi que la queue, et un autre pour diriger la tête et les membres antérieurs. Alors Noé a fait avec ses collaborateurs plusieurs travaux totalement ésotériques et totalement génétiques pour pouvoir créer de nouvelles races d'animaux. À travers ces recherches, Noé a essayé de trouver un réceptacle pour pouvoir permettre une canalisation d'énergie vitale humaine et une canalisation d'énergie psychologique humaine. De ce fait, par le travail génétique, de la même façon qu'on va faire aujourd'hui pour créer des roses blanches, des roses violettes, des roses plus roses, quoi. Alors, on va aussi réussir à fabriquer des pommes poires en mélangeant un poirier et un pommier. Alors, on peut fabriquer différentes races de chiens. L'homme a réussi à créer un mulet. On connaît le mulet. Maintenant, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que le mulet ne peut pas se reproduire. Il est stérile. C'est-à-dire que l'on prend un cheval, on prend un âne et on les mélange. C'est-à-dire qu'on leur force l'accouplement, ou on le fait de manière plutôt plus chimique. Et on va voir la naissance d'un mulet, d'une mule, qui ne peut pas se reproduire. Et ça, c'est un mélange génétique. Par l'étude de différentes formes de génétique, on arrive à mélanger le loup avec le chien. Et ce qui va être enfanté peut produire. Et si l'on fait un travail étudié du mélange des races, le mélange entre les animaux qui vont pouvoir se reproduire suite à leur accouplement, c'est-à-dire que si l'on mélange, par exemple, un homme avec un singe, on risque d'avoir un être qui va naître qui sera stérile. On a eu une époque en Lémurie et un peu avant sur l'Hyperborée où la race humaine était une race qui était bisexuée ou hermaphrodite. C'est-à-dire que l'être qui vivait était capable de s'auto-engendrer sans avoir besoin d'un accouplement. L'être était bisexué ou hermaphrodite. À un moment donné, les énergies créatrices chez l'être ont été canalisées, les énergies de la vitalité ont été canalisées de façon à former un cerveau chez ces êtres humains. Et automatiquement, on a eu une baisse de vitalité pour permettre
la transmission des corps, c'est-à-dire pour permettre l'enfantement. Et automatiquement, on a vu l'apparition des couples, c'est-à-dire des êtres sexués, unisexués, mâles et femelles. C'est-à-dire que la majorité de ton énergie vitale servant maintenant à pousser l'évolution de ton corps physique pour permettre la création d'un cerveau plus volumineux que l'archéocérébellum que l'homme avait à l'époque, c'est-à-dire une partie qui est présentement une partie du cervelet qui servait surtout à l'équilibre, qui servait à la détection d'odeur. Ça s'est spécialisé par après et certaines choses ont été abandonnées par cette région neurologique pour être transmises à une autre partie du cerveau. Alors, ce qui fait que la vitalité génétique étant diminuée, l'être est devenu sexué et a été obligé de s'accoupler. Mais dans l'accouplement, l'être enfantait automatiquement un autre être qui était unisexué, et l'homme pouvait enfanter d'une fille, c'est-à-dire d'une femelle ou d'un mâle, mais seulement d'un ou de l'autre. Il ne pouvait plus avoir d'enfants hermaphrodites, possédant les deux sexes. Dans la relation qu'on va retrouver dans la génétique, dans l'accouplement, il y a certaines formes de relations génétiques qui permettent la naissance. D'autres ne le permettent pas. Et on a des formes qui permettent une naissance qui sera stérile et une naissance qui pourra être sexuée et qui pourra engendrer. Si l'on mélange, par exemple, deux plantes ensemble par une greffe, l'on peut obtenir une nouvelle arbre, c'est-à-dire de nouvelles fleurs. Ces fleurs vont former de nouveaux fruits, mais ces fruits peuvent être soit stériles, c'est-à-dire qu'on les plante, ils pourrissent, ils ne donnent rien, comme ils peuvent être producteurs de quelque chose de neuf. Si l'homme est friand d'orange sans noyau, mais vous savez qu'un orange sans noyau vient d'un arbre stérile. Le noyau étant c'est la semence de l'arbre. Alors, si tu as un fruit sans noyau, c'est une débilité génétique, c'est-à-dire que le fruit, c'est le contenant de la semence et le contenant servira de nourriture à la semence une fois le fruit en terre. Et là, on est capable, par une débilité génétique, c'est-à-dire que c'est réellement pas évolutif, c'est plaisant pour l'homme, d'arriver à créer des fruits, des plantes stériles, qui permettent à l'homme de pouvoir les déguster plus rapidement sans avoir à cracher des noyaux. C'est une forme d'intelligence industrielle, mais on peut aussi arriver à créer des animaux qui sont stériles, comme le mulet. Le mulet est extrêmement puissant, il est plus fort que l'âne, il est plus endurant que le cheval, et il est plus stupide que les deux. Un mulet, c'est bête comme un mulet, il se trouve. Bon. Alors, ce qui fait que Noé, à cette époque, sur l'Atlantide, donc avant les grands déluges, il y a eu plusieurs vagues de pluie. Cela a duré, on dit 40 jours, évidemment, pour plaire à la tradition numérologique de l'ésotérisme. Mais ça a duré un temps qui n'était pas tout à fait égal à 40 jours. Et Noé, avec ses chercheurs, ont essayé de créer différentes races d'animaux plus petits, plus intelligents, et à travers cela, ils ont travaillé surtout sur la production d'une corporalité, d'une forme corporelle pouvant recevoir des énergies vitales similaires à l'énergie qui anime l'homme, et une énergie psychologique astrale similaire à l'énergie qui animait l'homme à cette époque. Il va de soi que l'énergie vitale et astrale qui anime l'homme aujourd'hui est de beaucoup différente de l'énergie qui animait Noé et qui animait les hommes de l'Atlantide. Lorsque le déluge est apparu, évidemment, Noé avait un immense vaisseau qu'on appelle un arche. Et à l'intérieur de cette arche, il avait son laboratoire. À l'intérieur de ce laboratoire, il avait évidemment des animaux typiques de l'ère atlantéenne qui lui servaient de cellules fondamentales pour arriver à créer ces nouveaux animaux. L'homme parlait, mais très peu. L'homme pouvait quand même créer. Et on avait des chercheurs hautement évolués sur l'Atlantide, chercheurs qui ont été dispersés par après, soit en Terre Blanche, soit en Europe, par la suite. Et d'ailleurs, Noé s'est ramassé en Europe, près de la Turquie, au niveau du mont Ararat. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Noé a créé le chat et Noé a créé le chien. Dans certaines traditions ésotériques, on va se contenter de dire que, vu la quantité de rats qui se promenaient sous les planchers de l'arche, Noé a gratté le nez d'un lion qui a éternué un chat. Et c'est de cette façon que Noé aurait créé le chat. Évidemment, il va de soi que la technique est un peu plus compliquée, et ce n'est pas par l'éternuement. L'éternuement, évidemment, cette tradition, cette légende, un peu comme la légende où Dieu, par transpiration, légende qui va être beaucoup
plus hindouisme, arienne, par transpiration, Dieu a créé l'homme. Maintenant, il faut savoir que lors de l'apparition de l'homme sur la planète en terre blanche et un peu en hyperborée, l'homme se divisait, c'est-à-dire que l'homme procréait par transpiration, par sudation. Et les êtres qui, à l'origine, ont donné naissance à l'être-té humaine sur la planète, à cette époque, eux aussi procréaient par transpiration. Alors disons que c'est un peu des déformations. C'est pas dans la Bible, je crois, qu'on va lire que Noé a gratté le nez d'un lion pour avoir un chat. Aujourd'hui, on va au pet shop, c'est plus commode. Mais c'est une déformation qu'on peut retrouver dans certains textes qui sont chrétiens, de l'apparition du chat. Le chat est une corporalité qui permet de recevoir une forme d'énergie vitale similaire à celle de l'homme. Et c'est ce qui va permettre au chat, à travers l'évolution religieuse, spirituelle, ésotérique de l'humanité, d'avoir une place assez privilégiée. Présentement, au Vietnam, au Cambodge, on va encore se promener avec un chat dans une cage et on va lui faire le tour de toutes les maisons de certains villages lorsqu'il y a sécheresse. Et le monde arrose le chat et le chat braille, évidemment. Et ces pleurs devraient finir par perturber Indra, la déesse de la pluie du Cambodge, qui devrait faire couler de l'eau, faire pleuvoir. Évidemment, le chat est relié aux traditions de pluie, étant donné que le chat a vu son apparition comme on le connaît aujourd'hui. Évidemment, il y a eu d'autres mélanges par la suite qui ont donné différentes races de chats, mais l'apparition du chat s'est faite juste avant le déluge. Et Noé a travaillé sur le chat juste avant le déluge, et évidemment, de par le contact de l'astral akashique, des annales akashiques planétaires et de l'homme, de par le raffinement de sa spiritualité, l'homme a des connaissances qui sont légendaires, traditionnelles, il ne sait pas d'où ils viennent, il ne sait pas comment cela se fait qu'il les a, et c'est simplement parce qu'il est manipulé par la forme spirituelle de l'astral planétaire. Alors donc, au Cambodge, sans savoir ce qui s'est passé, sans peut-être même connaître Noé et le déluge, sans peut-être même connaître les déluges, on rapproche le chat avec les pluies. Maintenant, le chat, évidemment, désigne aussi quelque chose qui peut diriger. Dans certaines traditions ésotériques, initiatiques ou religieuses, le chat peut symboliser le mal, comme le chat peut symboliser le bien. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque de Noé, et même avant, on a toujours eu deux races d'êtres humains en évolution. Une race qui était, disons, une race qui acceptait d'être dominée, une race qui acceptait de vivre à l'ombre, une race qui acceptait de suivre ceux qui avaient la connaissance, mais une race qui ne voulait pas nécessairement connaître, une race qui se contentait, et ça c'est encore présent aujourd'hui, où l'on a toujours dans la population des personnes qui ne se posent pas de questions. La seule question qui se pose, c'est pourquoi vous vous posez tant de questions? C'est la seule question qu'ils arrivent à se poser. Et on a une grande partie de l'humanité qui fait partie de cette race, et on a une autre partie, par contre, qui recherche la connaissance, qui recherche la lumière. Et de ces deux races, on a évidemment eu l'apparition du chat et du chien chez Noé, qui faisait partie de la race qui recherchait la lumière, une race évidemment qui a donné le pas dans l'évolution de l'humanité, et une race qui était surtout régie par des énergies lucifériennes. Et Noé a créé le chat et le chien, et pour la race, disons, qui ne veut pas rechercher la connaissance, ces créatures étaient des créatures sataniques, lucifériennes, des créatures du mal, le chat et le chien. Et évidemment, dans la chrétienté, on a certaines formes de traditions, ce qui concerne les chats noirs aux yeux verts, et différentes choses qui se relient, se rattachent à la sorcellerie et à différentes autres traditions qui se sont mêlées aux traditions catholiques romaines et aux traditions chrétiennes. En Égypte, le chat servait à quelque chose de fondamental. Lorsqu'on avait des initiations, et le chat a servi l'évolution de l'humanité, de même que le chien d'ailleurs. En Égypte, lorsqu'on avait des initiations, on avait des temples construits dans l'astral. C'est-à-dire que lorsqu'une personne fait un voyage astral, un chercheur qui a la possibilité de se dédoubler vitalement ou astralement, le chercheur va par exemple en Égypte et il fouille sous le Sphinx, il fouille sous certaines pyramides, il fouille sous certains temples et trouve des temples incroyables qui permettaient l'initiation des personnes à initier à l'époque des pharaons ou antérieurement aux pharaons. Et lorsque l'on fait des recherches dans la matière, lorsque l'on creuse sous ces temples, sous ces
pyramide, sous ce sphinx, l'on ne trouve rien. Et cela n'est pas une preuve que les voyages astrales sont de l'imagination. Cela est une preuve qu'on ne comprend pas tout à fait les mécanismes qui régissent l'astral. Les prêtres égyptiens se servaient du chat pour plusieurs choses, comme borne indicatrice dans le domaine de l'astral et dans le domaine des morts, mais les prêtres ont construit sous les temples matériels, dans l'astral, avec la matière astrale, des temples astrales qui servaient à l'initiation dans l'astral des disciples. Ce qui fait que si une personne peut aller dans l'astral, sous ces temples, elle va découvrir les temples qui servaient à l'initiation. Et si elle revient dans la matière creusée, elle va trouver du sable. Évidemment, de temps en temps, elle va trouver des matières, un temple matériel. Mais dans la majorité des cas, le temple n'a jamais été construit dans la matière. Il a été construit dans l'astral avec de la matière astrale. Lors de ces initiations, les Égyptiens adoraient, entre autres, une déesse qui était représentée par un chat et qui était la déesse de la fertilité, de la vitalité. Mais lors de ces initiations, les prêtres plaçaient dans l'astral des bornes qui pouvaient permettre à l'initiable, celui qui devait être initié, de pouvoir se retrouver. Parce que dans l'astral, on peut voyager dans l'astral sous plusieurs facettes et dans plusieurs endroits en même temps, comme séparément. Une personne qui fait un voyage astral peut descendre dans l'astral bas, elle peut s'en aller dans des mémoires, disons égyptiennes, vu qu'on parle de l'Égypte, mais des mémoires égyptiennes qui datent de 2 ans, de 200 ans, de 2000 ans. Alors, ce qui fait que pour l'initiable, s'il voulait suivre l'initiation demandée par les prêtres, il devait évidemment rester dans le même contexte temporel. C'est-à-dire qu'il devait visiter les temples construits dans l'astral, dans la quotidiennité de son initiation, et non pas 200 ans ou 2000 ans avant. Alors, dans l'astral, lorsque l'initiable partait dans l'astral, évidemment, il était aidé par différentes drogues. Il y a plusieurs drogues qui permettent le voyage astral, mais ces drogues sont employables et doivent être employées seulement si on a une personne qui connaît médicalement l'effet des drogues dans le corps physique et qui peut venir dans l'astral aider la personne qui a des problèmes avec sa drogue. Parce que la drogue donne une certaine vibration au corps physique, ce qui engendre une perturbation au niveau vital, ce qui engendre une perturbation au niveau astral, ce qui peut déclencher le voyage astral. L'extra-conscientisation astrale, disons, pour être plus précis. Mais où tu t'en vas dans l'astral, cela dépend de ton corps physique. Donc, si tu te sers de drogue, tu dois avoir une personne qui peut dans l'astral aller te chercher dans les endroits infernaux ou dans n'importe quel foutu endroit de l'astral pour t'amener là où tu dois être initié. Le chat a servi à plusieurs choses. L'initiable dans le temple rencontrait certains chats, des chats sacrés, des chats typiques de l'Égypte, des chats qui étaient d'ailleurs entraînés comme gardiens. Et laissez-moi vous dire qu'un chat qui attaque un être humain peut le massacrer pas mal mieux qu'un chien. Un chat dressé. Et il n'y a pas un seul chien qui peut lutter contre un chat qui veut se battre. Le chien n'y voit plus clair et c'est pas long. Il ne reste plus de visage au chien non plus. Alors, les chats étaient dressés à protéger le temple et l'initiable faisait connaissance avec les chats. Premièrement, le chat devait accepter l'initiable. L'initiable était préparé à dominer le chat. Et ça, on va revenir là-dessus, si on a le temps, sur les mécanismes qui permettent à l'homme de dominer un animal. C'est-à-dire les mécanismes qui permettent à l'homme de se promener en forêt et de voir les animaux se rapprocher de lui. Non pas parce que l'homme a un désir psychologique, parce que l'homme va influencer la vitalité des animaux, la majorité des animaux ayant été créés pour servir de réceptacle à l'énergie astrale et vitale de l'homme, il est normal que l'homme demeure leur supérieur. Et il est normal que l'animal ait peur de l'homme. Certains en ont une peur instinctive, diabolique, le loup entre autres, qui se distingue des animaux de la planète par sa peur incommensurable de l'homme, mais il est normal que l'homme domine l'animal parce que l'animal a été créé pour recevoir les énergies de l'homme. Les animaux, la majorité des animaux que l'on connaît. Certains animaux font exception car ce sont des animaux qui viennent directement de l'ère anté-atlantéenne, comme le requin par exemple, qui date d'un ère qui dépasse même la lémurie, un animal qui n'a pas évolué au cours des siècles, un animal qui a une fonction, celle de vidanger l'océan, et qui est le représentant, disons, involontaire des ères anté-atlantéennes. Mais la majorité des animaux ont été créés dans les laboratoires de Noé, c'est-à-dire que ce sont une transformation de la génétique des animaux
qui existaient à l'époque de l'ère atlantéenne, et il est normal que l'homme les domine. Maintenant, l'initiable devait entrer dans le temple, rencontrer des chats dressés à rejeter l'homme à l'extérieur. Ces initiables devaient être donc prêts. Mais cela veut dire que psychologiquement, vitalement, physiquement ou mentalement, dépendant de l'état d'évolution de l'humanité ou de l'initiable, tu dois être prêt sur tous ces niveaux à affronter ce qui peut arriver. Alors donc, l'initiable devait adoucir les félins, les chats. Il ne devait pas se faire défigurer ni massacrer par les chats qui ont de très bonnes griffes et de très bonnes dents, et ils savent très bien labourer avec les pattes en leur patte postérieure, n'est-ce pas, pour arracher ce qu'on a sur la surface du corps, la peau. Alors donc, l'initiable se faisait tuer par les chats ou il dominait les chats. Lorsqu'il dominait les chats, ce qui était la chose à faire, l'initiable apprenait à vivre avec les chats. Il dormait le soir dans le temple et il dormait en compagnie des chats. Le chat n'est pas comme le chien. Le chat aime dormir à part de l'homme. Le chat aime dormir à l'extérieur parce que le chat va dans un domaine astral typique. Mais le chat entraîné peut aller dans un domaine astral toujours typique, mais qui va lui être montré, désigné par son entraînement. Et l'initiable dormait, et dans ses rêves, il était visité par ses chats, et dans ses rêves, dans son voyage astral non nécessairement contrôlé, il était dirigé par les chats du temple vers le temple astral, vers le temple qui permettrait l'initiation dans l'astral. Le chat est la représentation de l'énergie vitale, mais il a la possibilité de voyager dans des phénomènes astraux très particuliers, et il pouvait aider l'homme. Il servait de point de repère à l'homme qui était en phase d'initiation dans l'astral à l'époque de l'ère pharaonique, à l'époque de l'ère égyptienne, vers la deuxième dynastie égyptienne. Alors, ce qui fait que ces chats vitales servaient à conserver l'homme illinitiable en vie, de par plusieurs mécanismes inhérents au magnétisme, et il servait de point de repère, de borne indicatrice dans l'astral pour permettre à ces hommes qui connaissaient tel chat de retrouver la date, ou si on peut dire, de retrouver dans le temps astral le moment exact où il doit être initié. C'est-à-dire que le chat a une durée de vie particulière. On dit que le chat a 7 vies. C'est-à-dire que le chat est un être qui peut évoluer dans l'astral sous 7 plans. C'est-à-dire que le chat peut connaître, c'est-à-dire que le chat peut voyager dans le domaine de l'astral, dans l'astral matériel, aller jusqu'à dans l'astral divin, donc par les 7 phases normales du plan astral. Le chat, évidemment, que l'on tue ne revit pas, ce n'est pas un phénix. Mais le chat a 7 vies, c'est-à-dire que le chat peut vivre sa vie sur 7 plans de vie différents selon l'état de l'être humain qu'il va côtoyer, donc selon son schéma vibratoire, disons, selon son évolution. Le chien, par contre, est représenté ou, disons, on lui donne surtout 3 vies. Et dans certaines traditions, 4 vies, qui sont les vies, les plans vitales, les plans de vie typiques de la planète Terre, c'est-à-dire le plan matériel, vital, astral et mental. Mais on donne souvent plus 3 vies que 4 au chien, on l'arrête au plan psychologique. D'ailleurs, le chien a été formé pour être un des réceptacles de l'énergie psychologique de l'homme, l'énergie émotive de l'homme. Alors ce chat, dans l'astral, quand le chat meurt, le chat est un animal suffisamment subtil qui n'est, sans dire l'un pas, d'un karma très très compliqué, comparativement au chien qui est beaucoup plus émotif et qui s'attache à des mémoires, à des formes, donc qui s'engendre un karma plus compliqué, plus dense que celui du chat. Lorsqu'un chat meurt, le chat disparaît immédiatement de l'entité planétaire, c'est-à-dire que le chat ne vient pas hanter la planète comme un chien peut le faire. Quand je dis hanter, je prends le terme employé par ceux qui sont terrorisés par les fantômes, mais évidemment, le chat ne revient pas par après, le chat ne reste pas attaché au plan matériel aussi longtemps que le chien et aussi longtemps que certaines personnes, et c'est ce qu'on appelle hanter. Alors donc, si tu rencontres plusieurs chats dans un temple, tu fais un voyage astral poussé par certaines drogues, tu t'éloignes dans l'astral et tu rencontres les chats que tu connais. Tu ne rencontreras pas d'autres chats. Alors automatiquement, si le temple que tu vas visiter n'est pas habité par les chats, ce n'est pas le bon temple. Et de ce fait, les chats servaient de borne indicatrice. L'initiable devait donc cheminer dans ce temple, c'est-à-dire sortir, repénétrer, et jusqu'à temps qu'il rencontre ces chats.
Lorsqu'il rencontre les chats qu'il connaît, et les chats le connaissent, les chats le recherchent, automatiquement, il sait qu'il est dans le bon temps. Et les prêtres qui, dans l'astral, vont venir aider l'initiable, sont dans le bon temps, par l'intermédiaire des chats, qui servent de borne, de phare. Le chat a servi maléfiquement les sorcières. C'est-à-dire que le chat noir, un chat qui avait une corporalité, une forme, une couleur qui était absorbante, ces chats noirs étaient capables de cumuler suffisamment d'énergie vitale, c'est-à-dire qu'ils servaient de sangsues. Lorsqu'une personne pénétrait chez une sorcière ou un sorcier qui possédait un chat noir, le chat était capable d'absorber la vitalité de l'être. Ce qui permettait évidemment de dynamiser la sorcière ou le sorcier, lui permettant de pouvoir vivre dans une excédence d'énergie vitale plus grande que la majorité, soit dans le sexe, dans la débauche sexuelle, sans nécessairement vieillir trop rapidement, parce que le chat servait de capteur d'énergie vitale, et le sorcier s'en servait. Les yeux verts, ça leur rapport à d'autres formes. Évidemment, le vert au niveau de l'aura symbolise la vitalité, le vert au niveau du tarot symbolise aussi l'énergie, le vert, la nature, la vie dans la nature. Alors évidemment, le chat noir aux yeux verts a donc été un symbole de malédiction. Et chaque personne qui a eu un chat noir aux yeux verts a habituellement eu l'inverse, ils ont eu la chance. Même si cet animal symbolise la malédiction, moi d'ailleurs j'en ai possédé un longtemps, d'ailleurs j'ai mis un qui était un très très bon ami, une chatte, pendant 15 ans, et cette chatte noire aux yeux verts m'a toujours porté chance. Et c'est normal, car elle porte malheur à ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire qu'elle absorbe l'énergie vitale de l'extérieur et elle va le partager assez facilement avec ses maîtres. Le chat a des maîtres, le chat a un maître. Le chat va se développer une espèce d'affinité émotive avec l'entité humaine. Mais ce n'est pas émotif dans le même sens que le chien. Le chat est un animal drôlement plus évolué en vibration que le chien. Ceux qui n'aiment pas les chats et qui ne jurent que par les chiens ont sans doute jamais connu de chats. Ou s'ils ont connu des chats, ils ont connu des chats stupides. Un chat intelligent est beaucoup plus intelligent qu'un chien. Mais évidemment, la preuve de l'intelligence de la race féline sur la race canine, c'est qu'on ne peut pas dresser un chat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir avec la majorité des chats à leur montrer un paquet de tours ce que l'on va faire avec un chien. Le chien va amener les pantoufles au maître et le chien va être content. Le chat va bien apprécier si tu lui amènes ces pantoufles. Mais il n'ira pas supporter les tiennes. Et on dit le chat n'est pas intelligent. Dans la tradition bouddhique, le serpent n'a pas regretté la mort du Bouddha. Et le chat non plus. Le serpent a toujours été représenté comme étant une entité tout à fait tellurique, qui longe le sol, qui touche au sol. Elle est tellurique en ce sens, justement, qu'il n'est pas divin. Il ne vient pas des énergies solaires ou extraplanétaires. Et le serpent a toujours représenté l'évolution la plus basse. Dans la Bible, dans la tradition d'Adam et Ève, c'est un serpent qui va suggérer à Ève de bouffer une pomme. Tout partout, on va avoir chez les Chippewas, chez les Indiens d'Amérique, et on a plusieurs exemples au niveau des races algonquines, de plusieurs autres formes de races, où le serpent, la langue fourchue d'ailleurs, qui est tout à fait serpentine, n'est-ce pas, reptilienne, la langue fourchue, celui qui compte le mensonge. Alors, le serpent a toujours été la représentation d'une débilité évolutive. Mais le chat, dans la tradition bouddhique, est le deuxième animal à ne pas avoir pleuré la mort du Bouddha. Soit parce qu'il ne comprenait rien, soit parce qu'il était plus sage que le Bouddha. Et évidemment, dans cette tradition, on a les deux animaux. Le chien, lui, est extrêmement intelligent, c'est-à-dire qu'il a une capacité presque humaine d'être dressé, d'être manipulé, d'être programmé, ce que le chat refuse. Par contre, le chien a été le réservoir de l'émotion humaine, de l'émotivité humaine, et le chien a été construit pour les mêmes raisons que le chat, en vue de devenir un réceptacle. À l'époque, Noé ne savait pas que ce serait le chien. Cela aurait pu être le cheval. Cela aurait pu être différentes formes d'oiseaux, même des oiseaux qui peuvent parler comme l'homme, comme les perroquets. Cela aurait pu être différentes autres formes d'animal qui auraient pu être le réceptacle de l'énergie émotive de l'homme. Mais la race canine s'est avérée la plus douée. Le chien s'habitue à un maître, le chien s'habitue à plusieurs maîtres. Le chien
est capable de tristesse que le chat n'est pas capable. Évidemment, on a quelques exceptions dans la race féline, mais on a quelques exceptions dans la race canine où on n'aura pas de chien émotif. Les chats sont beaucoup plus snobs, beaucoup plus indépendants, les chiens sont beaucoup plus dépendants. Et c'est une marque d'évolution chez la race canine. Le chien va servir de plusieurs façons l'évolution de l'homme. Le chat va servir d'une façon religieuse, le chien va servir à la masse, à la population. Tout ce que l'homme ne peut pas communiquer à Dieu, il le communiquera donc au chien. Le chien est un bon réceptacle pour communiquer tous les problèmes émotifs parce que le chien ne parle pas. Donc, le chien est capable de s'apitoyer, d'émettre une consonance, une sonorité typique d'un chien qui te comprend, d'un chien qui est triste, d'un chien qui ne veut pas que tu pleures. Et le chien n'ira évidemment jamais répéter tout ce que tu lui dis à personne d'autre. Ce qui en fait un très bon compagnon, et le chien ne se servira jamais de ce que tu lui dis pour te tomber dessus après. Ce qui fait que pour l'homme, le chien a été un meilleur compagnon que la femme, et pour la femme, le chien a été un meilleur compagnon que l'homme. Le chien est un réceptacle émotif. Le chien va se priver de nourriture lorsque le maître est absent. Le chat va très bien dormir et très bien manger. Le chien va être extrêmement expressif dans son contentement lorsque les maîtres viennent. Le chat va venir voir par curiosité tout ce qui rentre. Et certains chats vont venir te goûter. C'est-à-dire qu'ils sont toujours curieux, ils veulent savoir. Mais le chien ne veut pas juste te goûter, il ne veut pas percevoir les odeurs que tu ramènes. Le chien va être, comme on dit souvent, fou comme de la marde. Hein? Il tourne en rond. D'ailleurs, l'expression « fou comme de la marde » pour un chien va très bien, parce que de temps en temps, les chiens peuvent plus se retenir. Dans la maison, là, ils sont trop contents. Alors, le chien va servir surtout de réceptacle à l'émotion de l'homme. Le chien va protéger l'homme d'une façon différente du chat. Le chat va protéger surtout les endroits culturels. Quand je parle culturel, je parle de culte. Les endroits religieux. Le chien va protéger le maître, les enfants du maître, d'autres choses. Le chien va protéger ce qui lui est cher. Et le chat ne protégera pas ce qui lui est cher, le chat va protéger son domaine. Si le chat est dressé à ce que son domaine soit un temple, il protégera le temple. Le chien va protéger ce qui lui est cher. Si le maître meurt, le chat, à moins qu'il manque de nourriture, il ne s'en fait pas trop. Si le maître meurt, le chien va s'en faire. Parce que pour le chien, le maître est important. Le chien est dépendant. Le chien a une psychologie qui est beaucoup plus proche de celle de l'homme que n'importe quel autre animal. Donc, le chien va apprendre avec l'homme comment souffrir, comment pleurer, et même comment mourir. Tu parles de rôle initiatique du chat et l'autre rôle complémentaire du chien. Qu'est-ce qui se passe quand tu regardes quelqu'un qui est malade, qui a une plaie, tu vois le chien souvent lécher la plaie ou le chat se coucher sur la région qui est malade. À ce moment-là, est-ce qu'il y a une absorption de... Le chien va lécher pour la même raison qu'il se lèche. C'est-à-dire que, magnétiquement parlant, au niveau de l'énergie vitale, lorsque tu magnétises quelqu'un, tu émets de l'énergie vitale, de l'énergie magnétique. Lorsque tu as une douleur, tu places ta main sur la douleur, ce qui magnétise la douleur. Le souffle transmet l'énergie vitale, alors c'est ce qui fait que tu vas te souffler sur la douleur. La mettre dans ta bouche. La placer en dessous de ton bras. Ça, c'est pour les menuisiers qui tapent le pouce. Alors, ce qui fait que tu te magnétises. Le chien se magnétise comme le chat, et le chien va percevoir ta douleur et il va te magnétiser. Le chat, lui, ne te laissera pas nécessairement. Il va surtout se placer sur les régions malades parce que le chat est un réceptacle d'énergie vitale. Il est donc capable d'en émettre de l'énergie vitale. Et le chat peut servir évidemment à plusieurs cures, sauf évidemment aux allergies. Ça va de soi, comme le chien. C'est pas un bon moyen de guérir un allergique au chat en lui mettant un chat sur le nez. Mais le chat va surtout magnétiser de par sa présence. Le chien va devoir transmettre comme un magnétiseur par la langue. Et le chien va faire la même chose que ce qu'il se ferait lui-même. Le chat va démontrer qu'il est en affinité avec toi en te léchant. C'est-à-dire qu'il va faire la même chose que s'il a des chatons. Il lave ses chatons, il va laver le maître, ou ceux qu'il aime. Le chien va laver de la même façon. C'est un peu plus humide, ça va de soi, mais moins rugueux. Le chat, par contre, n'ira pas
il n'ira pas voir quelqu'un de malade. Il va percevoir la maladie parce qu'il perçoit la perturbation vitale. Le chien va se diriger vers le maître s'il est malade ou blessé parce qu'il ne perçoit pas la perturbation vitale, mais il perçoit la perturbation psychologique, astrale. Et de ce fait, le chien va, parce que le chien est manipulé comme l'homme. Lorsque quelqu'un qui t'est cher est blessé, ça te touche. Le chat, ça ne le touche pas. Il expérimente des énergies vitales, mais il n'expérimente pas des énergies psychologiques. Et le chien expérimente totalement des énergies psychologiques. Alors, le chien, tu peux enrager un chien à juste dire, lui, je l'haïs, saute dessus. Et le chien peut montrer les crocs et sauter. Le chat, s'il n'est pas occupé à se laver, occupé à regarder dehors, peut-être qu'il va regarder la personne que tu indiques, mais il n'ira pas la voir pour autant. Le chien peut être dressé comme animal d'attaque et d'obéissance. Le chat, non. Le chat, on lui détermine une région, un temple, une maison, et si cette maison, cette région devient son territoire, il le protégera pour ces raisons-là seulement. Le chien va les protéger parce que la région devient le territoire du maître. Et si le maître se promène, le territoire du maître est là. Quelqu'un qui approche et mon maître a peur, le chien grogne. Le chien est toujours perturbé par l'émotion du maître. Le chien est un réceptacle d'énergie astrale, ce que le chat n'est pas. Le chat est un réceptacle d'énergie vitale, c'est différent. Et ces deux animaux sont des réceptacles, disons, animales, de l'énergie vitale humaine et psychologique humaine. C'est différent des esprits de groupe qui vont faire en sorte que les troupeaux d'animaux vont se tenir ensemble. Ce n'est pas de l'énergie psychologique, ce n'est pas de l'amour psychologique qui fait que les animaux se relient ensemble. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces animaux qui, quand même, au départ, sont opposés, mais qui ont réussi quand même à faire cohabiter dans la même maison, le chien et le chat? Le chien et le chat n'ont jamais été opposés. Ce sont deux carnassiers, deux carnivores. Et le chien et le chat sont opposés dans la psychologie de l'homme, et ils sont opposés surtout dans l'expression qu'ils vont avoir de l'énergie de l'homme. Le chat exprime de l'énergie vitale humaine et le chien de l'énergie astrale humaine. Et ces deux énergies peuvent entrer en lutte, mais c'est extrêmement facile de faire cohabiter un chien et un chat si l'homme est capable de vouloir les faire cohabiter. Si l'énergie vitale de l'homme aime les chats, et si l'énergie psychologique de l'homme aime les chiens, automatiquement, le chat et le chien pourront cohabiter. Le chien court après tout ce qui existe. Le chien joue. Il court même après des pare-chocs d'automobile. Alors, c'est pour te dire. Et ce n'est pas parce que l'automobile est l'ennemi juré du chien. Le chien court après les chats. Le chat a peur de ce qui est plus gros et de ce qui l'attaque. C'est-à-dire que le chat perçoit facilement l'entourage. Mais un chiot et un chat, jamais ils ne vont se battre. L'animal a commencé à avoir peur de l'homme à un moment donné, de l'évolution de l'homme, suite après l'aventure du déluge, où l'homme a fait certaines erreurs dans son évolution, et à un moment donné, il y a eu une rupture complète entre l'animalité sur la planète et l'homme. Et le chien et le chat, eux, on dit que d'instinct, ils se détestent. Ils ne sont pas deux ennemis. Ce sont des perturbations énergétiques d'ordre différent. L'un d'ordre vital, l'autre d'ordre astral. Et ils se courent, ils se rassemblent. Mais aucun animal, surtout pas le chien et le chat, d'instinct, si tu les places petits ensemble, un chiot et un chaton, jamais l'instinct de l'animal va finir qu'une fois rendu adulte, ils vont se battre. Jamais. Si tu places un lion avec un chevreuil, un lionceau et un daim, un faon, ensemble, ils vont grandir ensemble, et si le lion n'a pas suffisamment de nourriture, et même là, le lion peut finir par agresser et tuer le chevreuil. D'instinct, ils sont deux ennemis de par leur régime alimentaire. Mais le chat et le chien, d'instinct, ne sont pas deux ennemis. Place deux bébés ensemble, et une fois adultes, ils resteront copains. Ce qui n'est pas la même chose pour les autres animaux. Alors, le chien et le chat ne sont pas deux ennemis jurés. Tu parlais tantôt de survie. Si on place en situation de survie un chien puis un chat, il y a plus de chances que le chat soit capable de se débrouiller. Mais par contre, si tu regardes un chat qui est domestiqué, on regarde les annonces, Maurice le difficile, c'est dur à jumeler, ça. Je veux dire, dans le sens qu'il est plus... C'est-à-dire que si tu places le chat dans son milieu naturel, la ville, il va être capable de faire un bon chat de gouttière et survivre. Si tu le places dans son milieu artificiel, la forêt, là, non. Là, le chat risque d'avoir des difficultés. Sauf, évidemment, s'il est placé là jeune, ou sauf
si le caractère du chat a fait que lors de son éducation, il n'avait pas souvent de nourriture. Il était déjà un peu chat de gouttière. Mais par contre, si tu es avec ton chat dans le bois et qu'un animal dangereux apparaît, le chat va dresser les poils sur le dos et il va peut-être te sauver. Le chien va te défendre, pas le chat. Le chat est suffisamment intelligent pour penser à lui, il va se sauver. D'ailleurs, toi non, mais l'homme est intelligent, l'homme ne défendra pas le chat. Le chat non plus. Le chien va se porter en avant. Le chien va émettre de l'énergie astrale, comme la majorité des animaux qui sont carnassiers. Mais le chat n'émet pas d'énergie astrale. Le chat émet de l'énergie vitale lorsqu'il se bat ou lorsqu'il chasse. Le chien chasse à court. Il court. Le chat chasse à l'affût. Preuve d'intelligence comme l'homme. L'homme court pas. L'homme se cache. Et l'homme s'arrange pour avoir une arme qui va être assez rapide. Le chat va regarder sa victime. Il va lentement la magnétiser, donc l'hypnotiser. Et le chat est vital. Et le vital, c'est le magnétisme humain, ou magnétisme animal. Et le chat va hypnotiser. L'hypnose que l'homme emploie sur une scène, c'est du magnétisme. Le chat va magnétiser la proie. Le chien va grogner. S'il doit se battre, il va émettre une panoplie de mécanismes psychologiques. Un chat fait pas aussi peur qu'un chien. Sauf si tu as une peur superstitieuse ou une peur inconditionnelle des chats. Que le chat soit sur une photo ou que le chat dorme, tu en as peur. Mais quelqu'un qui n'a pas peur des chats, qui n'a pas peur des chiens, si le chat se montre bien gros, puis Dieu sait que le chat peut te maganer, t'as pas trop peur. Quand c'est un chien, même si le chien n'est pas trop gros, t'as peur. Et prends un chat de la même grosseur qu'un chien, puis fais grogner le chien pour te faire peur, tu vas avoir bien plus peur du chien que du chat, sur la même grosseur. Le chat est bien plus dangereux sur la même grosseur. Le chien va te protéger, le chien va chasser en courant parce qu'il n'est pas suffisamment intelligent, il se fie plus à sa vitesse. Le chat court plus vite que le chien. On a certaines races de chiens qu'on a développées pour la course, évidemment, mais en moyenne. Mais le chat est l'expression vitale de l'homme, le chat est l'expression vitale de la planète dans le domaine des animaux, et le chat va hypnotiser. Quand on dit que l'animal est à l'image de l'homme, dans le sens que la personne qui a un chien, un Doberman bien enragé, ou l'aveugle qui a un chien qui est dressé, tu voulais parler du dressage, là. Quelle dynamique qui se passe à ce moment-là? Bon. Le chien a un cerveau qui lui permet de recevoir des informations. Donc, qui lui permet d'être dressé. Normalement, un chien qui est mal dressé, c'est un chien qui est dressé simplement par le contact vibratoire avec son maître. C'est-à-dire que le chien est dressé selon ce qu'il devrait être pour servir de réceptacle à l'émotion de l'homme. Donc, le chien n'est pas nécessairement intelligent en ce sens qu'il ne prévoira pas des choses dangereuses, il ne sera pas légèrement conséquentiel, il n'aura pas de début d'intellect, disons, très animal l'intellect, là, mais disons qu'il n'a pas de début. Lorsque le chien est dressé, non pas seulement par le contact vibratoire avec le maître, mais d'une façon intelligente. C'est-à-dire que le maître se fout du contact vibratoire, il a une importance parce que le chien, au même titre que l'être humain, en a besoin pour apprendre quelque chose. L'élève qui déteste son prof apprend rien. Le chien qui déteste son maître apprend rien non plus. Mais alors tu as le contact juste pour pouvoir affiner la relation entre l'animal et le maître, et là tu vas montrer au chien des dangers pour le maître. Tu vas enseigner au chien à prévoir des formes de danger qu'il ne pourra pas apprendre lors de son dressage. Et là, le chien est suffisamment intelligent comme l'homme. L'homme émotif n'est pas intelligent. Mais l'homme qui n'est pas trop émotif devient drôlement intelligent. C'est la même chose pour le chien. Évidemment, le chien n'arrivera pas à être aussi intelligent que l'homme, quoiqu'on a certains chiens qui sont capables de lire en français, en anglais et en allemand. Qui lisent. Tu leur écris un mot et le chien, ça va le faire. Et puis ces chiens-là, d'ailleurs, ont servi lors d'un tournage d'un film canadien, je me rappelle plus du nom, et on a encore une émission de télévision qui passe souvent avec un chien qui est dressé, et ce chien peut lire. Pour qu'un chien puisse lire, évidemment, il faut un cortex cérébral légèrement développé. Et les chiens, je te parle, ont en vocabulaire plus de mots, à peu près 3 fois plus de mots que la majorité des personnes qui ont une langue maternelle. Ces chiens, on peut les dresser à être légèrement conséquentiels, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se servir de leur expérience d'une façon non colorée pour être efficaces. C'est presque de l'intellect. D'ailleurs, c'est une forme d'intellect très très limitée. Et le chien, donc, de l'aveugle, ou certaines autres formes de chiens dressés pour d'autres choses, vont être capables de prévoir. Un chien qui est dressé pour s'amuser, comme par exemple un chien qui va être dressé à rentrer des moutons, à rentrer des vaches, aller à la chasse, c'est un chien qui s'amuse, comme un cheval.
Le cheval va être aussi dressé à rentrer des bœufs. Un cheval qui est dressé, par exemple, on voit ça de temps en temps dans des films western, où on a le cavalier qui tourne son lasso, qui attrape un bœuf, il attache la corde de son lasso après le pommeau de la selle d'une selle western, il débarque, et on remarquera qu'il se tient après la corde est toujours tendue. Et l'animal attrapé revient sur lui-même pour détendre la corde est toujours tendue. Parce que le cheval veille à ce que la corde reste tendue. Et le cheval se place de façon à ne pas être blessé, il se place toujours de façon à ce que le cavalier puisse débarquer en tenant la corde pour se diriger jusqu'au bœuf, jusqu'au veau, et le cheval aide le cavalier. Lorsque tu attrapes au lasso un veau, le cheval sait prévoir les réactions du veau et il se place de façon à ce que le cavalier ait juste à laisser tomber le lasso. Le cheval s'amuse. Le chien va s'amuser. Dans le cas du chien dressé pour les aveugles, le chien apprend à aimer le maître, mais il apprend aussi à changer de maître. Il apprend à avoir une mission. Et la mission, tous ceux qui ont une mission sur la planète sont manipulés par le plan spirituel de l'astral. Et le chien a une mission. Le chien sait qu'il doit se débarrasser d'un maître pour en aimer un autre, mais en aimer un autre de façon à le protéger. Alors, si le chien rentre quelque part, il se passe quelque chose que le chien n'a jamais vu, parce qu'on ne peut pas tout prévoir ce qui va arriver dans un être humain, dans la vie d'un être humain, pour dresser un chien. Le chien doit être capable de prévoir qu'il y a un danger. Et le chien ne prévoira pas le danger de la même façon qu'un chien qui est éduqué d'une façon psychologique. Un individu approche de toi, il a l'air chaud. Un chien psychologique, un chien normal, dressé par le contact vibratoire, va se mettre à grogner. Il va montrer les crocs. Le chien de l'aveugle va diriger l'aveugle ailleurs pour contourner l'individu. Il le protège, mais pas d'une façon émotive, d'une façon intelligente, d'une façon pacifique. Évidemment, si tu veux trop agresser l'homme, certains chiens vont finir par tomber en amour suffisamment avec leur maître aveugle pour aussi être dangereux. Mais habituellement, le chien d'aveugle n'est en aucun cas dangereux. On peut l'accepter n'importe où, c'est un chien qui est propre, il connaît les mœurs de l'homme et il est intelligent, presque intelligent dans le sens intellectuel. Il est presque intellectuant. Il est capable d'être légèrement conséquentiel sur les événements pour son maître et non pas pour lui. Alors c'est différent. Évidemment, les chats d'aveugles peuvent exister. Lorsque l'on prend un chat d'aveugle, alors pour dresser un chat d'aveugle, évidemment, il faut s'adresser à une race féline un peu plus grosse, comme le léopard, la panthère noire, la panthère tachetée qui est le léopard. Alors là, on a des très bons résultats. Mais ces félins qui peuvent servir comme le chat, mais le chat, c'est le marabout, le pocket, c'est la miniaturisation du léopard. Le léopard, c'est la même chose que le chat. Il a les mêmes rôles. Les léopards, les guépards, toute la race féline, y compris le lion, mais le lion beaucoup moins, parce que le lion a été la première création de Noé pour traduire les animaux atlantéens, c'est-à-dire qu'en mélangeant les races génétiques, les premières formes d'animal félines apparues ont été la race des lions. Et c'est un animal très brut. Et on a raffiné lentement jusqu'au chat. Mais évidemment, le léopard, la panthère, le léopard est une panthère tachetée. On a la panthère noire, le guépard, sont des animaux félins qui ont les mêmes caractéristiques que le chat, sauf que ils sont un peu trop volumineux. Mais évidemment, si l'on regarde chez les Aztèques, si l'on regarde chez les Mayas, si l'on regarde un peu partout sur la planète, dans l'Antiquité qui venait de l'Atlantide, c'est-à-dire l'Antiquité qui, comme la race aryenne, l'Atlantide avait ses supports en Égypte et en Amérique. Entre les deux s'est enfoncée une partie de l'Atlantide et l'Amérique était une partie de l'Atlantide et l'Égypte aussi, d'ailleurs le désert du Sahara aussi. Alors ce qui fait que sur ces races, la race aryenne qui a suivi, on a énormément de statues sculptées au nom d'un lion, mais surtout d'un léopard, d'un guépard, d'un jaguar ou d'un chat avec des proportions démesurées. Alors évidemment, la race féline, on parle du chien et du chat, mais évidemment, on parle aussi des guépards. Par contre, le loup a été, au même titre que le lion, l'un des premiers relégats de la métamorphose des races pour donner naissance au chien. Et le loup n'a pas pu être asservi par l'homme, c'est-à-dire que le loup n'a pas donné les résultats escomptés par Noé et par ses chercheurs, alors ce qui fait que le loup est devenu une race beaucoup plus sauvage, qui est domesticable, mais qui reste sauvage pour un paquet de raisons qui sont reliées aux erreurs de contact entre ces animaux et l'homme à l'époque où ces animaux sont apparus.
Juste pour faire un petit à côté, si on parle du chevreuil, ça m'intrigue parce que c'est un animal qui a toujours voulu être domestiqué par l'homme et l'homme l'a toujours repoussé finalement. Soit pour pouvoir le chasser ou je sais pas. Le chevreuil, d'ailleurs le bison est un animal domesticable. Mais le chevreuil aussi d'ailleurs, l'orignal est un animal moins domesticable parce qu'il est né d'un mélange génétique qui est différent de celui du chevreuil et du bison. Le chevreuil est un animal extrêmement doux qui recherche le contact de l'homme. Mais le contact de l'homme, il l'a toujours connu sous forme de flèche ou de balle de fusil. Le chevreuil est un animal extrêmement souple qui a symbolisé chez les Indiens d'ici surtout et un peu dans les traditions européennes, mais très peu, la souplesse de l'évolution, une divinité qui est venue chez l'homme pour aider l'homme. Mais l'homme l'a chassé. Et là, pour bien expliquer les mécanismes qui pourraient répondre à ta question en ce qui concerne pourquoi l'homme n'a jamais voulu domestiquer un animal qui a toujours recherché le contact de l'homme, il faudrait que l'on revienne en Amérique et que l'on parle surtout des traditions des Amérindiens. Les Amérindiens ont été les hommes qui ont été les premiers à cerner les métamorphoses divines des créations des animaux. Ils n'en ont pas compris toute la symbolique. Ils ont adoré certains animaux, comme un serpent à plumes, le quetzalcoatl, le quetzal. Ils ont adoré l'ours, ils ont adoré plusieurs autres formes d'animaux, mais les Indiens d'Amérique, disons, partons du Mexique aller en montant, ont été les hommes qui ont été les plus aptes à comprendre les mécanismes de création divine de ces animaux-là. Ils ont compris pourquoi l'ours avait été créé. L'ours aussi a été une tentative d'expression d'une forme d'animal pour permettre à l'homme. Il faut bien faire attention qu'on n'a jamais, les énergies intelligentes n'ont jamais recherché à remplacer l'homme par une autre forme d'animal. L'homme ne descend pas d'un animal. L'homme ne descend pas du singe. L'homme ne descend pas de rien. Et ces pratiques génétiques n'étaient pas destinées à trouver une corporalité supérieure à la corporalité humaine. L'homme, c'est quelque chose d'autre. Les animaux, c'est quelque chose d'autre. Les Amérindiens ont compris l'essence divine des animaux. Alors, ils ont su que l'orignal avait été créé dans un certain but. Ils ont su que la loutre avait été créée dans un certain but. Ils ont su que le renard avait été créé dans un certain but. Ils ont su que le chevreuil, que l'outarde, que le castor et que plusieurs autres animaux qui vivaient en collaboration avec eux. Là, l'Indien, quand il allait à la chasse, il allait s'asseoir, il priait Manitou, ou il priait le même Dieu sous plusieurs noms, et lui demandait de donner nourriture à tous les animaux de la planète. L'Amérindien a été l'un des seuls hommes suffisamment en contact avec l'énergie de la nature pour comprendre que dans sa prière, il devait inclure toutes les créations de la nature. Et non pas « donne-moi suffisamment de nourriture », mais « donne suffisamment de nourriture à tous ceux qui veulent manger ». Donne, fais pousser l'herbe. Il ne mangeait pas d'herbe. Fais pousser les bouleaux. Fais pousser, donne ce qu'il faut au chevreuil, au dieu chevreuil, ou encore au maître chevreuil pour qu'il puisse vivre. Et lui demandait, il faisait une certaine prière, il avait faim, il expliquait son cas à la nature et demandait à un orignal ou à un chevreuil de bien vouloir se présenter devant son arc pour qu'il puisse le tuer. Et les Indiens arrivaient même à chasser le chevreuil avec un couteau. Ils réussissaient à s'approcher suffisamment du chevreuil pour le tuer avec un couteau. Ce n'est pas la même chose que la chasse au bison qui a été déclenchée après la venue des colons blancs et des Espagnols qui ont ramené le cheval ici. Alors, donc c'est différent, c'est autre chose au niveau du bison, mais l'Amérindien était capable de demander à l'animal de venir le rencontrer, sachant très bien que l'animal évoluerait si l'homme le mangeait, sachant aussi que lui évoluerait si lui en mangeait. Mais l'Amérindien connaissait déjà l'essence du karma et était capable de promettre à l'orignal ou au chevreuil d'être digne de sa nourriture, d'être digne de sa viande. Et il protégeait les animaux. Il a compris, on n'a pas le temps d'en parler présentement dans cette partie du moins, mais il avait compris l'essence divine des animaux. On dit que Dieu a créé tel ou tel ou tel animal, il les a donnés à l'homme et l'homme les a baptisés. L'homme les a baptisés, c'est-à-dire que l'homme a verbalisé l'animal. Et le verbe est l'essence de la création. Alors on pourrait, disons, ésotériquement jouer assez longtemps là-dessus, mais de toute façon, je crois qu'on n'aura pas tellement le temps. Je sais pas si tu as une petite question pour finir.
On parle de l'essence divine. Un animal que je ne sais pas s'il a existé, qu'on a vu souvent dans la mythologie, c'est la licorne, qui a quand même une espèce d'antenne, une espèce de cheval. Est-ce que c'est... peux-tu dire juste quelques mots sur cette... La licorne est un animal qui a déjà existé. Qui a déjà existé, mais qui a été surtout placé au niveau de l'initiat des disciples. C'est un animal qui a vécu surtout en Atlantide et qui a été métamorphosé par après pour donner naissance au cheval que l'on connaît. La licorne est un animal qui a été manqué. La licorne est un animal qui a eu la possibilité d'entrer en contact avec les plans astraux d'une façon débile, d'une façon dangereuse. Et quand je parle débile, d'une façon débilitante, elle peut rabaisser les vibrations de l'astral. La licorne a toujours été la symbolique d'un animal intelligent, mais c'est un animal qui a été extrêmement dangereux pour l'évolution de l'homme à cette époque. Alors, de ce fait, la licorne a été complètement détruite. Présentement, il n'existe plus de licorne sur la planète, du moins pas comme on aimerait en rencontrer. C'est un animal qui est assez dangereux, qui a été dangereux. OK, merci Daniel. Si vous avez d'autres questions, là, vous pouvez remplir les petits papiers pour la deuxième période. Alors, on s'apprête à faire une deuxième partie après cette pause.